Parfait, je vous remercie pour cette présentation. À l'issue de la présentation de Coparec rue Brésus, nous allons commencer l'échange avec la population afin de répondre à vos questions. C'est une véritable soirée d'échange que nous avons en tête et pas uniquement une présentation. Mais nous allons maintenant donc écouter la présentation qui va être faite par le collectif Coparec ainsi que rue Brésus. Et je remercie, puisqu'il est arrivé tout à l'heure, mon ami et voisin Alain Vialat, le maire de Bizanet, d'être présent ce soir, parce que ce projet le concerne, ne serait-ce que par rapport à l'accès à sa commune. Donc Alain, merci d'être là ce soir. On va donc regarder maintenant la présentation de rue Brésus Coparec, et ensuite nous allons commencer les échanges avec les différents participants. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur le maire d'abord d'avoir invité notre association en collaboration avec le collectif, et je vais vous présenter notre point de vue sur le projet SMDA, et j'intitulerai notre présentation pour une protection raisonnée du rec de Veilleray. Déjà pour dire qu'on est conscient qu'il faut aménager et protéger. Donc on a autant de responsabilités à le proposer. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter notre point de vue sur le projet SMDA. Et dans un second temps, je vous parlerai de perspectives d'alternatives d'aménagement. Alors, les aménagements actuels du REC de Veilleray, ça a été dit, c'est un barrage écrêteur à Cap de Plat qui date des années 80 et l'endiguement du REC entre le pont SNCF et la 9 également de cette période-là. Donc on peut relever que depuis 40 ans, rien de nouveau n'a été fait au point de vue aménagement. Il y a eu par contre de nombreuses études qui n'ont jamais abouti à ce jour. Et donc le SMDA a déjà déclaré dans des réunions que plus d'une vingtaine de scénarios d'aménagement avaient été considérés. Je reprendrai les derniers projets publics présentés par le SMDA. En 2018, le SMDA et le SMAR affichaient dans le cadre du programme d'aménagement et de prévention des inondations, en vigueur à ce moment-là, un projet à hauteur de 10 millions d'euros et qui comprenait 3 barrages, le barrage à Ossières, un barrage écrêteur, un barrage à Bagatelle, que vous avez vu, et le barrage de Cap de Plat. Ces 3 barrages étaient complétés par des travaux de calibrage de la section endiguée, sans autre précision technique, c'est des renforcements des digues. Alors, ce projet avait été acté en 2018, proposé au PAPI, il y a des fiches. Ce n'est pas une invention de Brésus, il y a des fiches techniques qui sont présentes sur les sites du SMAR. C'est la fiche 6.3 du programme, donc c'était acté, validé, prêt à être aménagé pour. Et ce projet portait sur une protection centenale aussi. Il était indiqué pour une protection centenale. En 2020, le précédent projet a été abandonné pour faire place à un nouveau projet qui vous est actuellement présenté. Les bureaux de titres ont changé entre-temps et les projets également. Donc le barrage d'Ossières a été supprimé et à la place un super barrage a été imaginé à Montredon, ça vous a été présenté, complété par le barrage de Bagatelle à construire le barrage de Cap de Plat existant. Et le doublement de la section endiguée alors a été proposé très récemment, du moins dans les communications publiques. Nous on a que les documents, bien sûr, qui ont été publiés. Et ce projet s'inscrit dans le futur programme d'aménagement, PAPI 3. Alors, moi j'en étais resté à 25 millions d'euros. On était donc déjà passé de 10 à 25 millions d'euros, toujours pour protéger le bassin de Rec-Veilleray d'une crue centenale. Aujourd'hui, on en est à 30 millions d'euros. Alors c'est vrai que c'est un sujet trop grave, mais je ne peux m'empêcher de faire un jeu de mots peut-être de mauvais goût, mais on voit que l'argent coule à flot pour de
tels projets. Alors, on relèvera que donc, les deux projets, en 2 ans, sont assez discordants dans leur configuration pour une même protection, avec un coût extrêmement changeant. Alors, je ne vais pas rappeler les aménagements qui ont été proposés, ça a été dit. Donc on va passer rapidement. Alors, il a été indiqué l'intérêt des barrages écrêteurs. Moi, je vais vous présenter une analyse resituée dans le contexte du REC de Veyret. Alors, il a été signalé que le flux centenal, qui est pris comme référence, est de une pluviométrie de 310 mm en 24 heures. Et moi, j'ai ajouté ça sur le bassin du REC, le Veyret, qui fait 40 km². En amont de Narbonne, on ne compte pas l'aval, j'ai compté que l'amont. Et pour faire simple, j'ai fait une règle de 3. Alors, je n'ai pas de simulation à disposition en fonction de la pente des sols, de la perméabilité, etc. Mais un calcul simple pour éclairer le débat montre que sur un aléa centenal, la quantité de pluie à évacuer par le REC de Veyret au niveau de Narbonne se chiffre à plus de 12 millions de mètres cubes d'eau. C'est un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est une référence. Et on peut regarder la ventilation, la répartition de ce flux qui va passer dans Narbonne. Alors, le barrage de Montredon est prévu pour retenir 1,5 million de mètres cubes d'eau. Donc ça fait 12% de ce flux. Voilà, donc si on calcule pour le barrage de Cap de Pla, avec sa capacité de 470 000 mètres cubes, ça représente une rétention de 3,8% du flux centenal. Bagatelle, c'est 1,2%. Quand on additionne les 3 ouvrages, il reste à évacuer par le REC de Veyret à hauteur de Narbonne plus de 10 millions de mètres cubes d'eau, c'est-à-dire 83% du flux centenal. Alors, on voit que Montredon, le barrage de Montredon, qui est le plus gros et le plus coûteux ouvrage du projet SMDA, on n'a pas le chiffre précis, mais enfin, ça se chiffre par des millions, puisque vous avez vu que non seulement le barrage est imposant, mais qu'il y a des travaux de déplacement d'une route d'un endroit non accidenté dans un endroit accidenté en colline sur 2 km. Donc ce sont des travaux considérables. Ce projet est fort coûteux pour une efficacité simplement de 12%. Alors, on vous a présenté aussi une très jolie vidéo. Une très jolie vidéo sur comment fonctionne un barrage écrêteur. Alors, je n'ai pas les mêmes moyens de vidéo, mais je vais vous présenter quelques images figées de barrage écrêteur. Alors, il a été dit que le barrage Saint-Geniès de Malgoirès dans le Gard était un exemple. Ce barrage, d'après mes documentations, a une capacité de rétention de 800 000 mètres cubes. Ici, à Montredon, ça sera 2 fois plus, 1,5 million. Alors, voilà comment on construit un barrage écrêteur. Il faut ancrer le socle de la digue dans le terrain naturel, donc par des terrassements de grande dimension. Il faut ensuite canaliser le flux hydraulique naturel du REC sous le barrage par un pertuis, une canalisation en béton armé, une centaine de mètres de long, de forte dimension. On voit à l'image la taille des employés par rapport à la section de la canalisation. C'est un béton armé. Voilà l'édification du barrage écrêteur. Donc c'est une digue, ici elle fera 17 mètres dans sa plus grande hauteur, 240 mètres de long. Là elle fait 200 mètres, ça vous a été indiqué précédemment. Donc il y a plusieurs étages successifs de matériaux, de remblais, de terre, etc. Donc ça c'est la construction du déversoir. Lorsque le barrage déborde, si le barrage devait déborder en cas d'événement exceptionnel, c'est un déversoir d'une dizaine de mètres de large en béton armé sur plus de 200 mètres de long. Donc ce sont des ouvrages considérables.
Et voilà une image de la finition du barrage écrêteur de Saint-Genès-de-Malgorès, où les matériaux de type roche sont recouverts d'une couche de terre pour enherbement. Alors, à Montredon, donc on a dit, c'est 2 fois plus grand que Saint-Genès-de-Malgorès en capacité de rétention. La digue fera 17 mètres de haut dans sa hauteur, c'est 7 étages, hein. Et elle va barrer la vallée qui donne l'accès sur les Corbières sur 240 mètres de long, de colline à colline, de rive gauche à rive droite. Voilà. On peut évaluer la quantité de matériaux nécessaires à l'édification de cette digue à environ 150 000 mètres cubes de matériaux. Ça représente pas mal de camions de transport pour réaliser un tel ouvrage. Il y a une route à reconstruire sur 2 km, on l'a déjà évoqué, en colline, donc avec un chantier conséquent. Donc, quand on regarde, c'est un chantier titanesque, à l'échelle d'un tout petit bassin versant de 40 km², le plus petit de tous les bassins versants du secteur audois, où on a malheureusement connu des graves difficultés et des drames avec les dernières inondations. Je citerai par exemple l'Orbieu, c'est 800 km² de bassin versant. La Berre, la Cesse, l'Orbiel sont environ à 250 km². Le Végré, c'est 40. Donc, et on va mobiliser 30 millions d'euros pour réaliser de tels ouvrages. Alors, chantier titanesque, je le dis, pour 12% d'efficacité de rétention d'eau. Donc, ça interroge aussi à notre niveau, du moins. Les impacts, je ne vais pas les développer, mais mes collègues de Coparec vont le présenter. Je le disais, la vallée d'accès aux Corbières sera emmurée de part en part. Le patrimoine paysager typique de cette vallée sera dégradé. Le patrimoine historique également sera présenté. L'activité agricole, le territoire et le développement de la commune Montredon seront affectés pour à tout jamais, puisque ça va remodeler complètement la géographie, la topographie de cette vallée. Alors, en plus des ouvrages écrêteurs, il a été présenté l'aménagement de la section urbaine du Rec de Véret, où effectivement cette section doit évacuer 83% du flux centenal, comme je l'ai dit. Alors, on a l'image classique du pont de Lune du REC actuel. Le CMDA propose un doublement dans la largeur. On applaudit cette proposition, tout en disant que c'est un aménagement évident, prioritaire. J'insiste sur le mot prioritaire, puisque cela concerne 83% du débit d'une grosse crue. Donc, il faut commencer par là. Et on se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant, puisque c'est une évidence, même 83% du flux passe là. Donc il faut déjà traiter le mal là où il est. Et ce n'était pas prévu, de tels travaux n'étaient pas affichés dans le projet SMDA 2018, tout récemment. Alors, avec ce constat qui montre que ce projet SMDA a des lacunes et peut-être perfectible, vu les impacts qu'on a déjà abordés très rapidement ici. Alors je voudrais, pour montrer qu'il y a des idées de réflexion à engager sur des alternatives d'aménagement raisonnées, efficaces, plus sobres, plus en accord avec les territoires, avec le moins d'impact possible. Alors, l'alternative aux ouvrages écrêteurs, on a dit que le barrage qui avait été prévu par le SMDA au niveau du secteur Haussière-Bourg avait été supprimé, alors que cet ouvrage, qui a une capacité conséquente, 600 000 m3 environ, d'après les chiffres que je peux avoir, bien sûr, il se situe dans une topographie parfaitement adaptée, sous l'autoroute
et jusqu'au vallon des Courbes, où une digue peut très bien être construite à moindre frais, à moindre coût. Et la zone concernée n'est pas cultivée, ou très peu, et il y a de faibles impacts. L'alternative Cap de Pla. Cap de Pla est un ouvrage historique de prévention des crues. Il a été construit en 80, on l'a dit, 470 000 m3 sur environ 6 hectares. C'est la partie soulignée en jaune, la partie inférieure du site. Alors, le site de Cap de Pla occupe dans sa totalité environ 20 hectares. Les terrains appartiennent à la ville de Narbonne et ce site a été creusé successivement par un exploitant de carrière, ce qui en fait un bassin naturel du fait des travaux d'excavation. La D2 dans le PPRI, dans le plan de prévention des risques d'inondation élaboré en 2002, indiquait que le potentiel de ce site au point de vue retenue d'eau pouvait représenter jusqu'à 1,25 million de mètres cubes. Donc on en est à moins de 500 000 aujourd'hui. Donc il y a une marge de progrès entre 500 000 aujourd'hui et 1 250 000 de potentiel, je dis. Et alors on voit que sur cette image, que seule la partie inférieure du site est utilisée. Du fait du dénivelé, l'eau ne remonte pas. Lorsque le barrage fonctionne, l'eau ne peut pas remonter sur la partie gauche de l'image. Et donc, on pose la question de savoir si cette zone de carrière inutilisée ne pourrait pas être utilisée comme second barrage. Il y a un potentiel probable de 500-600 m3, les ingénieurs sauront nous le dire, et cela conforterait la capacité de rétention sans dommage et sans impact environnementaux, puisque le site est déjà dégradé. Ça serait donc une optimisation environnementale et économique double. Alors, autre alternative, ça a été évoqué par la DTTM en réunion publique du 6 juillet, c'est le secteur de l'État, une zone à l'est de Montredon, qui touche Montredon. C'est une zone agricole qui fait plus de 100 hectares, 150 hectares, peut-être 200, qui est en forme de cuvette naturelle, dont l'activité est essentiellement agricole et les vignes. Et la capacité de rétention qui a été soulignée par la DTTM lors de la réunion publique représenterait 3 millions de mètres cubes. 3 millions de mètres cubes, 2 fois la capacité du barrage de Montredon. Voilà des échelles de valeur de réflexion à avoir à l'esprit. Est-ce qu'on pourrait mobiliser, utiliser ce secteur pour éviter d'avoir à construire des barrages coûteux autre part? Voilà, donc, alors, il faudrait bien sûr intégrer cette réflexion et ce projet dans le projet Semendia. Alors, au niveau de la section urbaine, juste un mot pour dire que on est tout à fait satisfait de voir que le doublement de la section permettra de sécuriser les secteurs urbanisés, et on y est très favorable. Cependant, élargir le REC sans élargir les ponts semble nous poser un problème. On va avoir un débit énorme dans le REC, mais le pont qu'on voit, qui est le pont de l'avenue Leclerc, a un débit extrêmement limité, 90 m3 seconde, alors que le débit aval, dans la largeur qui va être réalisée, on a dit qu'on l'élargissait à 15 mètres, va représenter des capacités probablement supérieures à 140 m3 seconde. Donc le pont de l'avenue Leclerc constitue un goulot d'étranglement qu'on ne traite pas. Alors, à quoi bon élargir en aval si on maintient un pont qui représente le goulot d'étranglement de l'évacuation des eaux qui arriveront, puisqu'on a dit que c'est là où passe le principal du flux centenal. 83%, 10 millions de mètres cubes passeront sous ce pont, un événement centenal.
Est-ce que vous imaginez qu'il a la capacité à gérer 10 millions de mètres cubes en 24 heures? Alors, c'est pas la peine de faire des ponts, des barrages en amont et d'élargir en aval si on garde le verrou au milieu de ce problème. Voilà, donc il faut combiner un élargissement et du REC et de la capacité du pont. Bon, en conclusion, donc je rappellerai l'aménagement de la section indiquée nous semble une priorité. Et bien sûr, la réflexion d'associer cet aménagement à une augmentation de la capacité, comme je le disais à l'instant. Le barrage de Montredon est clairement à retirer du projet, de par ses impacts importants, son coût extraordinaire et sa faible efficacité, 12% du flux centenal. C'est un projet hors sol qui me semble théorique, de modélisation, de bureau d'études, virtuel, déconnecté du territoire. Alors, bien sûr, on a indiqué qu'on était pour protéger les populations, et donc il convient de compenser l'abandon de ce barrage par d'autres dispositifs, je l'ai évoqué, barrage d'Ossière qui est déjà étudié, il y a les plans dans les cartons, pourquoi on ne le remettrait pas? L'extension du cap de plat, je crois que les ingénieurs devraient se faire un plaisir de remettre à l'ordre du jour une verrue écologique, hein, une carrière à l'entrée de la ville de Narbonne. J'imagine que les ingénieurs auraient à cœur de trouver des solutions pour valoriser ce site et en même temps le valoriser au point de vue environnemental, mais au point de vue économique en évitant de gros travaux d'aménagement de barrages. Et l'intégration des dispositifs de réparation de l'état du Maire qui est à prendre en compte. Je vous remercie de votre... Alors, avant de procéder donc à l'échange avec le public, nous avons maintenant une présentation qui nous est faite par le collectif de Montredon-Coparec. C'est bon, le switch est fait. Alors, dès que le raccordement va, c'est bon. Voilà, donc nous allons regarder 7 minutes de petite intervention de Coparec et ensuite nous allons commencer l'échange avec le public. Je vous remercie pour votre attention. Bien, alors après tous ces éléments techniques, je vais vous inviter à une promenade bucolique le long du Rec du Verret. Nous allons le voir donc dans son état actuel. Et la présentation qui va suivre est réalisée essentiellement pour des observations sur le terrain, le long du Rec de Verret, et de quelques images issues d'une publication via SMDA, que vous venez d'ailleurs de voir. Nous envisagerons principalement les effets d'une crue centenale affectant les zones de Montredon et la partie sud-sud-est de Narbonne. Donc, voici la carte que vous avez déjà vue. Elle présente les zones inondables et nous nous projetons maintenant dans le cadre du bassin versant du Rec de Verret strict, c'est-à-dire que nous envisageons le Rec de Verret dans la partie supérieure de son cours. Et les images qui vont suivre seront réalisées sur orange au niveau du Castellas. Alors, ces images montrent par l'aspect de la végétation qu'il peut couler nettement, raviné. Cependant, les Montjoie que vous allez voir et qui se trouvent à proximité du Rec depuis plusieurs siècles, 1495 en construction, n'ont pas subi de dommages en rapport avec les crues du Rec. De même que si on observe les effets d'abrasion sur les berges, on ne note aucune destruction des très anciens murets qui le bordent. Cette absence de stigmates laisse penser que le Rec n'a pas connu de crue centenaire. On observe d'autre part un très important encombrement du lit par une végétation très ancienne. Il faut chercher des indices de forte turbulence de l'eau. Ces quelques indices semblent démontrer que si l'apport du Rec est loin d'être négligeable, il n'en est pas catastrophique en ce point, situé sur la zone précise où serait construit le barrage.
Ces images prises au niveau de la zone artisanale de Montredon montrent un chenal non endigué et par endroits encombré de végétation. Serait-il alors en mesure, dans de telles conditions, de protéger la zone artisanale? La zone suivante concerne Cap de Pla, où est établi un barrage de régulation anti-crue. Bon, je n'insisterai pas puisque nous en avons largement parlé. Actuellement, il est très encombré, il peut servir à des tas de choses, et on pourrait éventuellement l'étendre vers la carrière, en l'aménageant. Entre le périphérique et la voie ferrée, une zone basse, habitée, est probablement soumise à inondation. Le REC aborde ensuite la voie ferrée par un chenal mal protégé et extrêmement encombré par la végétation qui ne faciliterait probablement pas la protection de la zone en amont. Un large gué sous la voie est favorable aux écoulements. Cependant, l'état en aval, l'encombrement et le dimensionnement du chenal, qui n'est pas en rapport avec la dimension du pont, laisse penser que l'écoulement du REC lors d'une crue centenale pourrait être problématique. La prochaine section très sensible concernera la zone située entre l'espace de Liberté et l'autoroute A9. Cette zone débute par un pont, nous en avons parlé, sous l'avenue du Général Leclerc. Ce pont est de dimension très sous-estimée en vue d'une crue centenale, comme nous l'avons dit. Il lui fait suite un chenal de faible section pour laquelle des travaux sont prévus. Aménagement, recalibrage, endiguement de ce chenal seront les bienvenus, et ce sur les 1500 à 2000 mètres du chenal afin d'éviter de telles inondations. Un point critique se situe à l'extrémité de ce chenal, là où le REC passe sous la Neuf. En ce lieu se situe une bifurcation du REC vers la Robine par un canal, grâce à un barrage qui impose au REC un seuil de 1 mètre à 1,50 m que nous allons découvrir. Ce canal a un rôle ambigu. Si on considère son ouverture, que vous voyez ici sur l'écran, et son débouché sur la Robine, il est difficile de croire qu'il puisse réellement écouler une crue vers la Robine. Le seuil imposé par le barrage, environ 1 mètre et plus, j'avais oublié mon quart de litre, implique une limite à l'écoulement du REC pendant une crue. On voit ici cet ébranchoir. Son élimination en abaissant le niveau du REC permettrait peut-être, de limiter l'effet de crue dans les quartiers d'Espace de Liberté et Mayol, situés immédiatement en amont. Le REC aborde enfin un grand bassin. Son cours est largement endigué dans un chenal bien entretenu, si on accepte quelques déversements intempestifs à certains endroits. Ce chenal, qui provient du dessous de l'autoroute, un petit pont qui est plus étroit d'ailleurs que celui de l'autoroute, va traverser une vaste dépression qui fut et reste une zone d'expansion fortement polluée, comme vous allez le voir. Alors cette zone polluée est située dans l'ancien étang dit du Cercle. Et on observe une absence absolue de vie et une odeur pestilentielle. Enfin, en suivant ce canal endigué, un dernier point critique, limitant considérablement l'évacuation d'une crue, est situé au niveau du passage sous la voie ferrée, au Fringuet. Il ne reste plus grand-chose du REC de Verret. Les 3 petites arches, ne permettant qu'un débit limité au regard d'une crue centenale, même si 2 évacuations en amont sous la voie ferrée permettent un écoulement dans un deuxième canal parallèle au premier. La fin du trajet vers l'étang de Bages se fait ensuite par 2 canaux de gabarit peu en relation avec de fortes crues. À quelques centaines de mètres se trouve le débouché dans l'étang de Bages. En remarque, 2 autres bassins versants, celui du ruisseau des Clottes, là où est situé l'hôpital privé de Montredon, se déverse sans moyen de régulation dans l'étang de Montredon.
Voici la sortie de ce bassin avec le ruisseau des Clottes. Ces deux bassins débouchent dans le Rec au lieu dit pont de Monton. C'est un apport d'eau important qui ne peut être régulé. La question se pose maintenant, compte tenu des possibilités d'amélioration envisagées et envisageables sur l'ensemble du lit du Rec, aménagement de cap de plat, nettoyage, recalibrage, endiguement, un barrage dit de la plaine d'une telle capacité, dans la structure surdimensionnée par rapport au débit relatif du Rec en ce lieu, est-il vraiment pertinent? D'autres alternatives sont possibles. Par exemple, le barrage dit de Sierre au niveau des Bottes, là où la configuration topographique du terrain assurerait, pour une capacité en rapport avec le flux prévisible du Rec en ce lieu et en période de crue, une protection du bassin du Rec en aval, sans fort impact visuel sur ce lieu, et surtout sans impacter visuellement l'ouverture du bassin de Verret vers le site du Castellas sur la route très fréquentée de Bizatier.